Eh bien, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bienvenue dans cette séance où on va parler de l'enfant intérieur. Merci Mathieu d'être là. Mathieu, j'ai rassemblé toutes vos questions que vous m'avez posées. On n'aura peut-être pas le temps de les traiter toutes. Elles sont vraiment formidables. Et tu as bien voulu, pour que ce soit un peu plus vivant, être le porte-parole Oui, de toutes les personnes qui ont posé des questions. Et vous allez voir, je pense qu'avec les questions, on répond à peu près à tout ce qui peut éveiller ce questionnement sur l'enfant intérieur. c'est clair. Et vraiment, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue vraiment pour cette conférence gratuite avec Fabrice. Et vraiment, le titre, hein, à partir de vos questions, c'est vraiment c'est quoi l'enfant intérieur et en quoi le rencontrer peut vraiment changer notre vie. C'est la question de base à partir de laquelle tout va se déplier. Et si vous êtes là ce soir, j'imagine, je pense que c'est important de te présenter un peu quand même, Fabrice. Tu es philosophe. Tu es, je crois, aujourd'hui considéré vraiment comme le grand spécialiste de l'hypersensibilité, mais pas que. Vraiment, moi, ce que je trouve formidable, c'est que tu travailles maintenant depuis, je crois, plusieurs années sur cette question de l'enfant intérieur. Je crois que je peux être témoin, tu as tout lu. Tu as tout lu sur cette question, sur ce thème. Et je trouve que ton approche, elle est unique parce qu'elle s'appuie à la fois sur le pilier de la philosophie, c'est une approche aussi thérapeutique et c'est une approche spirituelle. Et c'est ça, pour moi, qui en fait sa singularité. Et je suis très heureux, franchement, de ce moment qu'on vit ensemble parce que, moi, la première fois que tu as parlé de cette question de l'enfant intérieur, je me souviens, je ne connaissais pas du tout. Et j'avais un peu cette idée un peu réductrice qu'au fond, mon enfant intérieur, c'était vraiment relié à l'enfant que j'ai été et l'enfant un peu blessé. Alors oui, c'est un point que tu traites et on va le voir ce soir, mais pas que. Moi, ce que ça m'a ouvert, c'est ce champ fondamental, c'est plusieurs visages au fond que permettent de découvrir l'enfant intérieur et qui a au fond, je crois, m'a d'abord soulagé pour peu à peu ouvrir des perspectives et des possibles que j'aurais jamais imaginé. Donc, je suis très très heureux ce soir de pouvoir partager avec vous par le biais de vos questions ce cours et je ne me suis pas présenté, c'est important aussi, je suis Mathieu Brégégère. Et si, à l'issue de cette conférence gratuite, vous décidez de prendre le cours, de suivre le cours en ligne, qui est marqué à partir de 5 séances, je serai un peu votre référent, la personne vraiment qui va vous accompagner. Vous verrez tout à l'heure, on présentera le cours. Vous verrez sur votre espace personnel, il y aura un mail où vous aurez mon mail. Et avec mon collègue Rogue, on répondra vraiment à toutes vos questions et on se fera une joie de répondre à ces questions. Mais revenons à ce soir, à cette conférence gratuite. Et comme tu le disais, hein, vraiment pour être au plus proche de vos attentes, de vos questionnements, depuis quelques jours, on récupère toutes vos questions. On voulait d'ailleurs vraiment vous remercier parce que vous avez joué le jeu. Franchement, des centaines de questions qu'on a reçues. On a vraiment pris le temps et on va partir de là pour travailler sur cette conférence gratuite. Et la première question, vraiment, les gens se demandent au fond, pourquoi faire ce travail autour de l'enfant intérieur? Et on a une première question déjà de Christine qui dit « Bonjour, j'ai une question importante à soumettre. Comment ne plus reproduire les schémas hérités de notre enfance et qui nous empêchent de prendre notre place et d'être nous-mêmes aujourd'hui en tant qu'adultes responsables ?» Alors, je trouvais que c'était bien comme première question Ouais. parce que ça permet de vraiment dire ce que c'est. C'est quoi l'enfant intérieur? Alors d'abord, comme tu l'as rappelé, c'est important de souligner que c'est une pratique spirituelle très profonde. Parce qu'on a aujourd'hui, on a une vision un peu psychologique de l'enfant intérieur, mais c'est d'abord une pratique spirituelle qu'on trouve au sein du christianisme et qu'on trouve évidemment au sein du bouddhisme. Et moi, j'ai été introduit à ces pratiques par mes maîtres. Et c'est vraiment l'idée, on se tourne. Alors, l'enfant, il y a plein de visages, mais disons dans le cas de la question, on se tourne vers l'enfant pour ne plus rester un enfant et pour devenir adulte. Je crois que c'est ça que je vois dans les questions qui n'est pas compris. Il ne s'agit pas de revenir à l'enfant que nous étions, il s'agit de nous tourner vers l'enfant que nous étions à partir de l'adulte que nous sommes. Et c'est en devenant adulte, c'est à partir de l'adulte que je suis là maintenant, je ne suis plus l'enfant que j'ai été, je suis un adulte. L'enfant est bien sûr en moi. Bien sûr, des fois, j'agis de manière complètement absurde. C'est l'enfant qui agit en moi. Mais il est temps,
de nous tourner vers cet enfant avec l'attention, la présence d'un adulte, et nous avons cette capacité-là. C'est-à-dire, et on va creuser. On peut peut-être prendre... Okay. Mais il y a une question aussi de Valérie. Comment faire justement pour être adulte alors que je ne suis qu'une enfant qui a vieilli? Ça m'a tellement touché en plein cœur. Oui, beaucoup de gens ont le sentiment d'être qu'un enfant qui a vieilli et pas d'être devenu adulte. Et je trouvais que c'était important de commencer. Se tourner vers l'enfant intérieur, c'est devenir adulte. Et donc, si elle a l'impression d'être un enfant vieilli, paradoxalement, c'est parce qu'elle a oublié cet enfant. C'est ça mon message. C'est vous êtes une enfant vieillie parce qu'au fond, vous ne répondez pas à cet enfant. Vous ne tendez pas la main à cet enfant. Et les pratiques de l'enfant intérieur, qui sont très nombreuses, c'est un travail assez précis qu'il s'agit de faire. C'est d'abord, peut-être, je me tourne vers cet enfant qui est en moi, et en le reconnaissant, déjà, c'est plus un enfant vieilli, c'est un enfant qui est plein de jeunesse, que je vais découvrir, et je vais le remettre au bon endroit. Et cet enfant, il m'appelle, mais je ne l'écoute pas. Et donc, il agit et il me manipule, parce que je ne le reconnais pas. C'est pas bien dit. C'est même pas que l'enfant me manipule, mais il y a un enfant qui, parce que sa blessure n'a pas été reconnue, il se manifeste comme il peut, il n'a pas les outils, il est prisonnier de règles absurdes, et donc ma vie n'est plus la mienne. Donc, prenons des trucs très bêtes. Oui. Je me mets en colère sans raison, parce que... Quand on me dit certaines choses, je revis. C'est comme l'enfant en moi qui a été peut-être maltraité, battu, menacé. Donc, je me mets en colère. Il n'y a aucune raison. C'est complètement exagéré. C'est l'enfant qui se manifeste. Mais il se manifeste parce que je ne l'écoute pas. Ah. Si je l'écoutais, je lui disais « D'accord, tu as été blessé, mais qu'est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui ? Tu n'es plus menacé. » Par exemple, prenons un exemple. Mon père... qui n'est pas du tout le cas de ma situation, mais mon père m'aurait battu quand j'étais enfant, et donc quand je me sens à peine menacé, je me sens en colère, et je deviens... et les gens me disent des fois des trucs, et je me mets dans une rage folle. Donc ça, c'est l'enfant qui se manifeste en moi. Parce qu'au fond, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas écouté. Donc les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils disent, mais là, je suis complètement un enfant. Vous êtes un enfant parce que vous n'avez pas rencontré votre enfant. Ça, c'est le paradoxe fondamental. Donc je me tourne vers cet enfant, et il faut que je lui dise, que je lui parle. C'est ça, les exercices. Il y a plein d'exercices. Mais un exercice, c'est... Là, ton père, il n'est pas là. Tu ne crains rien. Et là, tu peux même dire, je suis là maintenant pour toi. Moi, par exemple, moi, grand Fabrice, je suis là pour toi, petit Fabrice. Petit Fabrice, tu ne pouvais pas te défendre contre ton père qui était maltraitant. Mais maintenant, il n'est plus là. Et moi, je suis là. Et moi, je vais te donner ce que tu n'as pas eu. Donc, tu n'es pas obligé de rester enfermé dans cette histoire. Ah ouais. C'est ça. Okay. C'est ça le mouvement, très, très schématiquement, mais c'est ça le mouvement libérateur de l'enfant intérieur. Oh. Et une question de Brigitte. Une personne qui a des troubles style bipolarité ou autre, peut-elle retrouver cet enfant intérieur facilement afin de progresser dans sa vie ? Alors ça, je voulais vraiment dire, moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je suis juste un pratiquant qui parle d'une expérience qui est une expérience fondamentalement méditative, qui est avec un regard de philosophe. Après, comme tout le monde sait, sur ma chaîne Dialogue, je dialogue avec beaucoup de thérapeutes, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question, et je voulais le dire d'emblée, je ne sais pas, je ne donne pas dans le cours ni là des conseils médicaux, et voilà, c'est important que je dise quelle est ma place et la limite de ce que je peux dire. Donc, je ne sais pas. Ok, très bien. Et il y a Corinne, donc ça retouche un peu ton exemple, mais ça va un peu plus loin. Donc, comment retrouver l'enfant intérieur quand il y a eu maltraitance physique et psychologique, ton exemple, mais comment le contacter quand les souvenirs se sont effacés pour certains ? Donc, on va avoir beaucoup de questions là-dessus, et je trouve que c'est important. Vous n'êtes pas à la recherche de l'enfant intérieur qui a eu telle histoire, tel événement. Ouais. Si l'enfant, il n'y a aucun souvenir, vous pouvez imaginer, ça c'est dans les pratiques que je guide, des fois, il s'agit juste d'imaginer un enfant, qui est vous, enfant. Il n'y a aucun souvenir, ça n'a aucune importance, mais il y a cet enfant, alors
on peut commencer déjà à dire, les pratiques de l'enfant intérieur sont très diverses. C'est pas unilatéral. Il y a l'enfant intérieur qui est blessé, qu'il faut comprendre. Il y a comprendre qu'est-ce qu'il me demande. Il y a l'enfant intérieur qui a été oublié, qui a besoin d'être reconnu par moi. Il y a l'enfant en moi qui est plein de vie, parce qu'il y a un enfant aussi qui est plein de vie, qui est complètement joyeux. Alors, que nous l'ayons vécu ou pas vécu, nous avons en nous ce qui est, par exemple, dans le christianisme, il y a cette image du Christ enfant qui est là, en chacun d'entre nous, qui est centrale. Là, on ne va pas parler de ça, mais qui est centrale à toute l'histoire de la théologie. Et que Dieu, le Christ dit « Venez à moi les petits-enfants ». Donc, à la fois, le Christ manifeste dans son enfance, le Christ est l'enfance de l'humanité, et c'est les enfants qui comprennent le message du Christ. Et l'enfance, c'est l'enfance spirituelle. Quand il dit « Venez à moi les petits-enfants », ce n'est pas que les petits-enfants. Oui. Il faut être comme un état d'enfance pour rentrer dans le royaume. Et cet enfant, il est là en nous. Donc, voilà ce qu'on peut essayer d'exposer. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous n'avez aucun souvenir. Ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas ça qu'on recherche. Donc, ça répond aussi à la question de Laure quand elle dit « Comment voir l'enfant intérieur comme un atout ?» Point d'interrogation. Pour moi, l'enfant intérieur égale moi, enfant, et j'étais triste et vulnérable. Voilà. Vous avez été un enfant triste et vulnérable, et en fait, c'est faux. Enfin, alors, il y a plein de choses là qu'il faut dire. C'est faux. C'est-à-dire, vous avez enfermé votre histoire. Tu veux me redire le prénom ? C'est Laure. Laure, vous avez enfermé, si je peux me permettre de vous parler comme ça, c'est peut-être un peu osé, mais j'aurais envie de vous suggérer, plutôt, pour le dire plus poliment, j'aurais envie de vous suggérer, est-ce que cette détermination est absolument vraie ? Est-ce que vous étiez tout le temps, du matin au soir, de votre naissance jusqu'à votre adolescence, toujours triste ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous n'étiez pas triste ? Est-ce que le fait de fixer, de dire, voilà, j'étais comme ça enfant, n'est pas une fixation malheureuse ? Et ça, c'est un autre travail sur l'enfant intérieur, c'est de se rendre compte que l'enfant a plein de visages et d'essayer d'éviter de se fixer. Ça, c'est la première réponse. Mais il y a une autre réponse. Bien sûr, je me tourne vers cet enfant qui était triste. Elle a dit triste et... Elle a dit triste et vulnérable. Triste et vulnérable. Vous avez cet enfant qui était triste et vulnérable. Mais maintenant, vous pouvez le rassurer, cet enfant. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. C'est fini. L'enfant était triste et vulnérable. Maintenant que vous êtes un adulte, vous pouvez dire à cet enfant, je sais, tu étais triste et vulnérable. On t'a pas donné le soutien. C'est ça. Si vous avez été triste et vulnérable, c'est qu'on vous a pas donné le soutien que vous aviez besoin. Et bien là, je te le donne. Et c'est ça. Et au fond, la méditation... qui est tellement mal compris, puisqu'on l'a réduit à une sorte de technique un peu absurde pour essayer de se gérer soi-même. Mais le sens profond de la méditation, au sens très large, c'est ça. C'est « Ah oui, je me tourne vers cette part de moi avec amour et attention et je la guéris. Je la guéris par mon amour et mon attention. » Donc la pratique de l'enfant intérieur, c'est pas « je m'enferme », c'est pas « on me prend », je vous rassure tous, là, c'est pas on vous prend, on vous ramène quand vous étiez enfant, et là, vous allez revivre l'effroi et la torture que vous avez vécu pour plein de temps. Non, c'est vous allez revenir à cet enfant avec tellement d'outils, de présence, que vous allez transformer votre histoire. Et ça, c'est absolument fantastique. La pratique de l'enfant intérieur, c'est transformer son passé. Nous pouvons transformer notre passé. C'est absolument indispensable. Le passé n'est pas figé comme nous le croyons. Alors, il y a une question de Maric, depuis la Martinique. Donc, elle dit « Bonjour Fabrice, la recherche d'un dialogue avec notre enfant intérieur ne peut-elle pas s'avérer contre-productive en période de rupture, quand l'autre, que l'on aimait, s'est servi de nos failles pour nous atteindre ou nous quitter plus facilement ? À partir de quand, dans notre deuil, transformer ce qui fut une faiblesse en force d'évolution ?» Donc voilà, là on voit très bien l'illusion. On va voir, vrai. Toutes les questions sont autour de ça. Parce qu'on comprend, parce que malheureusement, il y a tout un discours que je dénonce, et tout un rapport même à l'enfant intérieur que je dénonce, dans lequel on a l'impression que mon enfant, c'est moi blessé. Non, mais pas du tout. Mais c'est pas du tout ça. C'est...
votre moi blessé d'enfant va vous tyranniser tant que vous lui aurez pas dit bonjour. Donc, en fait, c'est l'inverse. Oui. Vous allez là, vous avez été quitté et on a abusé de votre tendresse et vous avez le cœur à nu et vous souffrez. Et si vous vous tournez pas vers cet enfant, votre enfant, il ne sait pas comment faire par rapport à cette souffrance, qui rejoue une souffrance qu'il a vécue enfant. C'est-à-dire la souffrance actuelle, vous avez été quitté, vous avez été trahi, vous avez mal, rejoue une blessure qu'enfant, vous pouviez pas digérer. Parce qu'enfant, si vous n'êtes pas aimé, vous êtes en danger de mort. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est quand je suis adulte, si jamais tu veux plus me parler, je vais être triste, je vais pleurer, mais je ne suis pas en danger de mort. Mais quand je suis enfant, quand j'ai 1 an et demi, quand j'ai 2 ans, quand j'ai 3 ans, si la personne qui me nourrit, qui prend soin de moi, qui quand j'ai froid peut me mettre une couverture, je ne suis pas capable, je suis en danger de mort. Donc là, c'est ça, elle vit ça. D'accord. Donc elle se dit, si je tourne l'enfant, je vais voir cet danger. Mais non, en vous tournant adulte vers cet enfant, il va cesser d'être hors temps. En fait, cet enfant, tant qu'on ne l'a pas reconnu, il nous met dans un hors temps, dans un non-temps, dans un temps qui n'existe plus. Donc c'est le meilleur moment presque. Ah ben c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Ah ben c'est le meilleur moment. C'est ça qui va pouvoir l'apaiser grandement. C'est-à-dire, il est temps, surtout, tournez-vous vers cet enfant qui est en train de... La blessure actuelle que vous vivez réactive la blessure que vous aviez enfant. Donc si vous ne vous tournez pas, ça va être insoutenable. Oui, c'est ça. Et donc vous pouvez, avec présence, tendresse et bonté, apaiser. Et c'est merveilleux. Et c'est tellement... Moi qui ai une enfance très difficile, mon père ne m'a pas battu, mais j'ai vraiment... ma mère était très gravement malade quand j'étais enfant, donc elle n'a pas pu être mère avec moi. Et sans l'enfant intérieur, j'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui, je dois dire. La méditation m'a beaucoup aidé, mais quand j'étais introduit d'un seul coup, pouvoir donner à cet enfant qui a été en danger de mort, parce que voilà, quand je parle de ça, je sais très bien ce que c'est. Oui. J'ai vécu pendant des années dans le sentiment d'être en danger de mort, de ne pas pouvoir vivre. Et là, d'un seul coup... Mais il faut le faire de manière vraiment précise et juste. C'est-à-dire il faut se tourner vers l'enfant, l'apaiser, de la manière... en trouvant une dimension de force, et en se tournant aussi vers l'enfant plein de vie, et aussi l'enfant sacré. C'est tout ça qui fonctionne. En fait, oui, si on n'a pas... Si on n'a pas tous ces éléments, ça ne marche pas. Ah ouais. Et moi, je trouve que... vous allez voir, il y a des... On peut continuer les questions. Il y a des questions, on voit, les gens, ça leur a fait du mal de pratiquer l'enfant intérieur parce qu'ils ne l'ont pas fait comme il faut. Ben, c'est comme si vous conduisez sans avoir appris à conduire, vous allez avoir un accident. Ben, c'est pareil. Ouais. Là, il y a une dernière question, là, encore sur le thème un peu de pourquoi faire ce travail. C'est Marie-Hélène qui dit « Bonjour et merci pour la future conférence. Ok. Est-ce que l'enfant intérieur est resté en nous jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce qu'on résolve des problèmes dont il a été la clé ?» L'enfant, il est là toujours. Ouais, c'est ça. Il y a un enfant en nous. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Il y a un écrivain qui s'appelle Bernanos, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Il disait au moment de ma mort, la chose la plus importante, c'est j'espère avoir été fidèle à l'enfant que j'ai été. Et je trouve que c'est ça. Donc, bien sûr qu'il y a un enfant en nous qui est là tout le temps, qui est plein de vie, mais l'enfant en nous, les blessures qu'il a, on peut les restaurer, on peut les apaiser. Mais cet enfant, c'est important. Heureusement qu'on a de l'enfance en nous. Heureusement, tu vois, les gens les plus extraordinaires, les grands artistes, les grands maîtres spirituels sont comme des enfants. Ah oui, c'est ça. C'est un enfant libéré. Et être adulte, c'est libérer l'enfant en nous. Voilà. Au fond, ne pas être adulte, c'est que l'enfant en nous, il est brimé, il est mutilé, il est interdit, il est tordu. Et être adulte, c'est que notre enfant, il est pleinement là. Et on a tous vu, enfin, c'est un truc que je dis, tous les gens qu'on a vus qui étaient vraiment adultes, c'est pas des gens qui ont coupé l'enfance et qui sont sérieux comme des machines. C'est au contraire des gens qui s'étonnent, qui s'émerveillent, qui ont un côté complètement à la fois vulnérable, tendre, humain. C'est frappant. Moi, j'aime beaucoup Matisse, par exemple, que je trouve un des artistes les plus fascinants au XXe siècle. Ben, vous voyez, à la fin de sa vie, on dirait un enfant, avec ses ciseaux, quand il fait le papier découpé, il peut plus, il est très malade, il a failli mourir, il est sur une chaise, il peut plus vraiment être debout, il découpe des œuvres extraordinaires, et c'est un enfant, mais c'est un adulte qui a tout le travail de sa vie derrière lui, mais le travail ne va pas contre l'enfance, parce que si on va contre l'enfance, qu'on liquidait l'enfance,
on deviendrait on serait très mécanique au fond. Ouais, c'est clair. Alors là, il y a un groupe de questions. Donc je vais lire le groupe et après tu pourrais répondre. Donc il y a Carolina d'abord qui pose la question: comment peut-on prendre soin de notre enfant intérieur quand nous avons des peurs et de l'insécurité? Deuxième question: en thérapie depuis de nombreuses... je réponds tout de suite, excuse-moi. Tant mieux. C'est parce que vous avez des peurs et de l'insécurité qu'il faut se tourner vers l'enfant intérieur. C'est clair. Là, je dirais, voilà pourquoi se tourner vers l'enfant intérieur? Un, parce qu'on a envie d'être plus vivant. Deux, parce qu'on se rend compte qu'on est mutilé dans son existence. Trois, qu'on agit, mais de trucs complètement bizarres. On a des peurs, des colères, on s'empêche d'exister, il n'y a aucune raison. Donc voilà 3 raisons. Et ça, c'est une très bonne raison pour se tourner vers l'enfant intérieur. Donc là, il y a d'abord une personne qui parle un peu en thérapie depuis de nombreuses années et en suivant en parallèle des études pour devenir thérapeute moi-même. C'est mon actuel psychothérapeute qui m'a accompagné depuis 3 ans à enfin contacter le mien, son enfant intérieur. C'est tout récent, quelques semaines, à la faveur de l'émergence de souvenirs de différents âges, d'un effort personnel à voyager dans le temps et de me glisser dans la peau de la petite fille que je fus, et d'un partage des vécus contactés avec ma thérapeute et avec mon chat, en dehors des séances. Le résultat est un vécu d'une grande fragilité, de dépression, d'impuissance, de ne pas savoir qui je suis, de voir mes capacités verbales et d'action rétrécir, presque comme celles d'une enfant. Ce passage à vide est-il la première conséquence du contact de l'enfant intérieur? L'avez-vous personnellement vécu? Comment de notre soi adulte vacillant dans cette traversée aider cet enfant intérieur à guérir? Alors, là, je trouve... j'ai été très touché de ce témoignage. Alors, c'est pas du tout mon expérience. Ouais. Donc, je n'ai pas cette approche de l'enfant intérieur. Donc, on voit que sous le nom d'enfant intérieur, on a plusieurs approches, puisque là, l'approche, c'est explorer différents âges. Pour moi, dans ma conception, c'est pas du tout ce que je conseillerais, puisque c'est se retraumatiser. J'ai invité beaucoup de thérapeutes, donc là, sur la chaîne, on a beaucoup parlé de ça. J'invite les gens vraiment à regarder les dialogues que j'ai faits. Mais si vous avez été traumatisé, vous tournez vers le traumatisme, c'est juste vous retraumatiser de nouveau. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est quelqu'un qui a vécu un trauma, qui a vécu des sortes de blessures, elle les revit, ça se réactualise. C'est horrible. C'est juste, pour moi, ce que je déconseillerais absolument de faire. Ça, c'est une approche que j'appelle dans mon langage psychologique et qui n'est pas la mienne. Et les gens me connaissent, j'imagine, dont je vois, pour moi, profondément les limites. Okay. Là, le point central, et là, on va élargir même. Toute personne qui a vécu un trauma, c'est-à-dire presque tous les êtres humains, revivre le trauma vous retraumatise. La seule chose qui fait fuir, nier le trauma, vous rend la vie de plus en plus impossible. Donc, si je fais semblant que je ne suis pas traumatisé, mais que j'ai vécu un trauma, soit un trauma de développement, soit un trauma événementiel. Donc, le trauma événementiel, c'est j'ai vécu un accident de voiture, j'ai une opération, j'ai vécu un deuil. Donc là, c'est un trauma événementiel. Puis, il y a le trauma de développement, et l'enfant intérieur travaille beaucoup sur le trauma de développement. Dans mon développement, je n'ai pas reçu suffisamment de sécurité et de trouver ma place, et il y a quelque chose qui s'est blessé. Mais alors là, c'est très divers pour tous les êtres humains. Par exemple, peut-être quand tu étais petit, tu as voulu faire toi-même tes lacets, et ta mère dit non, je vais le faire moi-même. Si tu ne me laisses pas faire, c'est que tu ne me fais pas confiance. Donc toi, tu as une sorte de dissonance, tu as envie de le faire, mais ta mère te dit que tu n'as pas le droit de le faire. Donc c'est très léger, mais pour toi, ça peut créer le sentiment que tu ne peux plus être toi-même et qu'il faut que tu renonces à être toi-même pour pouvoir être aimé. Et tu n'as pas la possibilité de ne pas être aimé parce que sinon, tu es en danger. Donc ça, c'est le trauma de développement qui peut être plus léger, mais qui est quand même une forme de trauma. Et on ne peut pas savoir de l'extérieur qu'est-ce qui va traumatiser. Quelqu'un aurait pu dire ça, mais c'est rien, on s'en fout. Mais toi, ça peut vraiment... Tu en sens le message qu'il ne faut surtout pas que tu sois toi-même parce que sinon, ta mère va te rejeter. Et tu n'as pas la possibilité. Tu ne peux pas dire à ta mère « Non, mais écoute, maman, là, tu déconnes, tu me fais chier, je fais mes lacets. » Tu peux pas... L'adulte peut le dire, mais l'enfant ne peut pas le dire. Donc ça, c'est le trauma de développement. Dans les 2 cas du trauma, il faut la seule solution. Et là, je dirais,
les thérapies qui m'intéressent et qui confirment ce que j'ai découvert dans la pratique de la méditation. C'est d'abord que moi, je suis dans la pratique de la méditation. Donc là, il y a une congruence, une confirmation de ce que dit toutes les formes méditatives et les pratiques de l'enfant intérieur propres aux traditions bouddhiques, avec ce que dit les nouvelles, toutes ces formes de thérapie. Mais par exemple, la compréhension du trauma. Okay. Donc tous les grands thérapeutes sur le trauma, Van der Kolk sur le corps n'oublie rien, Peter Levine, etc., qu'on renouvelé la compréhension. Et puis après, toutes les découvertes en physiologie de Porges, tout ça confirme que, d'un côté, de l'autre côté, tout ce qu'on sait, par exemple, sur l'hypnose, comment l'hypnose aide à travailler sur le trauma, mais l'autonomie que j'aime beaucoup, qui est moins connue, et d'autres formes qui sont des formes de psychothérapie non psychologique. Oui. Alors c'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce qu'on a l'impression que toute psychothérapie est psychologique, mais il faudrait faire la distinction, parce que ça prend en compte le corps, c'est pas la même conception que la conception psychologique habituelle. Pense que le plus important pour se relier au trauma, c'est de le faire à partir d'un espace sécure. Donc je ne me retraumatise pas, je me sens en complète sécurité, je vois ce qui est blessé, mais je peux l'accueillir parce que je suis complètement là, présent, et les pratiques que je transmets sont d'abord basées sur je m'établis comme adulte sécure et je me tourne vers l'enfant avec plein de ressources. Et donc je ne me retraumatise pas, mais je donne à l'enfant ce qu'il a besoin. Je ne revis pas mon enfance. Il n'y a aucun intérêt. Je le dis, je ne crois absolument pas qu'il faut souffrir pour aller mieux. J'ai cru ça quand j'étais plus jeune, parce que, comme j'ai raconté, j'ai eu une enfance extrêmement difficile. Donc j'ai vu, moi aussi, des psychologues où il faut souffrir pour soi-disant aller mieux plus tard. Je ne crois absolument pas. Je crois qu'on peut traverser des moments qui demandent du travail, mais pas des moments... Non. Il faut toujours qu'on se sente... On peut vivre des moments où on pleure, où on contacte des blessures intenses, mais parce qu'on se sent vraiment rassuré, rasséréné. Et la relation thérapeutique, à ce moment-là, doit être rassérénante. Et ça, c'est le critère. À ce moment-là, rentrer en rapport à son enfant intérieur, c'est merveilleux. C'est merveilleux, parce que c'est le contraire. C'est je sors du trauma. C'est vraiment une manière très profonde. Encore une fois, je parle pas en cas de trauma trop grave, parce que je ne suis pas... Voilà, les pratiques... Enfin, ce que je dis peut éclairer tout le monde, mais les pratiques que je donne et le cours, si vous avez vécu un grave trauma, je ne prétends pas que ça va vous aider. Je me remets à ma place, je suis un pratiquant. Il y a Justine aussi qui dit « Bonjour Fabrice, j'ai rencontré et conscientisé mon enfant intérieur, j'ai pu voir cette partie de moi qui était en souffrance, triste, en colère et en manque d'amour. C'est dur de voir à quel point on peut se maltraiter, mais je suis déjà heureuse d'y avoir accès. Ma question est, comment peut-on apaiser cette partie de nous, cet enfant qui souffre, car pour l'instant, j'arrive juste à vivre ces émotions quand je plonge au plus profond de moi, mais je n'en suis pas libérée. » Oui, on voit bien là. Là, on voit, par rapport à la question d'avant, il y a un côté un tout petit peu... Elle est un tout petit peu déjà à même de ne pas être plongée dans son enfant. Elle a un petit peu de recul, mais elle ne se sent pas assez outillée, armée. Donc là, on sent que c'est moins douloureux que la question précédente. Mais ça reste... non, l'approche, c'est... D'abord, il faudra, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut voir aussi cet enfant merveilleux qui est en vous. Il n'y a pas que cet enfant blessé. Il y a aussi un enfant plein de joie et il y a un enfant divin en nous. Il y a un enfant plein de création et cet enfant ne peut pas être abîmé. Alors ça, c'est aussi... Dans le cours, j'explique beaucoup ça et ça a énormément surpris. Mais, quels que soient les traumatismes que vous avez vécus, si vous êtes vivant, c'est que vous avez reçu suffisamment d'amour pour pouvoir vivre. Sinon, vous serez mort. Un enfant qui ne reçoit aucun amour ne peut pas continuer à vivre. Donc, il y a quelque chose en vous qui est vivant. Et donc, il y a cet enfant-là, vivant, plein de vie, il est là. Et il faut le rencontrer aussi. Donc, voilà, différents aspects de la question. Bien sûr. Donc, un travail là autour de distinction.
comment distinguer, c'est Davina qui pose la question, comment distinguer les émotions et réactions liées à des blessures d'enfance et celles qui relèvent simplement de la vie d'adulte? Eh ben, c'est très simple. Si je suis chaque émotion où je me sens en danger est liée à l'enfant. Danger qui n'est pas dans le réel. C'est-à-dire, si tu me menaces avec un couteau, là, je vais avoir peur, c'est dans le réel. Si tu me dis espèce d'idiot et que ça m'énerve, ça me blesse, c'est normal, ça peut être possible. Mais si jamais je sens que je m'emporte, je sens que je me sens en danger, je sens que ça me déborde, c'est l'enfant en moi, ça n'est pas... c'est quelque chose d'autre qui se joue là. Et en fait, là, il y a une collusion du temps. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans le présent, dans la situation, voilà, Mathieu c'est l'enfant en moi qui entend ça et je ne suis plus dans le réel. Donc, se tourner vers l'enfant, c'est le ramener dans le réel et revenir dans le réel. Donc là, on voit très bien. Au fond, c'est très simple. Chaque fois qu'une émotion, la colère, l'angoisse, la peur, est absolument une angoisse sans raison, une angoisse, c'est l'enfant en nous. Okay. Donc l'enfant, se tourner vers l'enfant peut apaiser, peut ouvrir un chemin. C'est comme ça qu'on fait la distinction. Oui, c'est comme ça qu'on fait la distinction. Est-ce que là, il y a un truc? Est-ce que là, c'est pas une blessure qui n'est pas... Je me sens pas aimé, je me sens rejeté, je me sens pas reconnu. Souvent, ça, il y a une exagération dedans qui me hante, qui me bouffe la vie. C'est l'enfant intérieur. Ah oui, voilà. C'est ça. Voilà. C'est clair. On se reconnaît tous. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a tous ça. Ouais. Et l'idée, c'est pas forcément qu'il n'y a plus aucun problème. Mais on a un rapport adulte avec ça. D'accord. J'ai cette blessure. D'accord. Donc, je surréagis moins. Je touche mon cœur. Je sens... Voilà. Ça devient une grâce aussi. Parce que l'objectif n'est pas de ne plus être blessé. Oui, d'accord. Je crois qu'on se trompe beaucoup. Je préfère le dire. Les gens qui vous disent qu'ils vont trouver une solution pour que vous ne soyez pas blessé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un être humain, il est blessé, mais juste, il est moins manipulé par ses blessures. Ah oui. Et il a de la tendresse pour ses blessures et il les accueille. C'est le cas quand je disais que les adultes accomplis ont quelque chose d'enfantin. Ils acceptent. C'est à la fois l'enfant en eux, c'est l'enfant plein de vie, mais c'est l'enfant blessé, l'enfant tendre, l'enfant humain. Et c'est bien, il n'y a pas de problème. Et comme une détente avec... Oui, une détente avec sa blessure, ouais, ça va. Donc il y a Catherine qui, donc elle dit « Je vous suis depuis de nombreuses années, principalement sur YouTube, ainsi qu'à travers la lecture de plusieurs de vos ouvrages. » Bravo. J'apprécie énormément votre travail, même si ces derniers temps, j'ai eu moins l'occasion de vous suivre et de vous écouter. Je me permets de vous poser une question qui me préoccupe particulièrement. À quoi cela sert-il de se connecter ou de se reconnecter à son enfant intérieur? Ça, c'est la première question. Et puis, quels exercices pratiques recommanderiez-vous pour mieux travailler sur les émotions? Ça, je pense qu'on a un peu dit pourquoi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment c'est à la fois devenir adulte et trouver la paix. Je crois. Trouver... Alors, j'aurais plusieurs choses. Devenir adulte. Voilà, je suis moins manipulé par quelque chose d'un peu obscur. Deuxièmement, on est en paix. Je me sens réconcilié. Et je touche la joie de la création, la joie de cet enfant divin qui est en moi. Et j'ai plus besoin de m'excuser. Je m'autorise à être. Je dirais c'est les trois choses auxquelles je pense là maintenant. Et comment le faire? Bon, là, on va en parler tout à l'heure. J'encourage les gens à faire le cours parce que je l'ai fait pour ça. Dans le cours, il y a 9 pratiques. Peut-être je peux déjà dire un peu pour que les gens voient un peu. Donc, il y a 9 pratiques. Il y a s'accueillir et être son propre miroir, rencontrer l'enfant blessé et le désir de grandir, parce que l'enfant est blessé, mais il a envie de grandir, donc comment je lui permets de grandir, l'expérience profonde de notre être originaire, comment diminuer le figement et la dissociation et le sentiment d'effondrement, donc par l'enfant intérieur, comment faire pour transmuter la souffrance de cet enfant,
comment refaire son enfance. C'est très important. Je l'ai mentionné, mais il y a des exercices à faire pour... Je refais mon enfance. Je me donne ce que je n'ai pas eu. Je regarde autrement ce que j'ai vécu. C'est très, très important. Ah ouais. Nous avons une illusion qui est très, très étrange. Nous croyons dans notre histoire et nous la figeons et elle nous hante et nous nous répétons à longueur de temps « j'ai pas été aimé, j'ai pas été aimé, j'ai pas été aimé » et c'est comme une intoxication continuelle. Vous savez, on parle d'intoxication alimentaire, je mange un truc et je suis malade et puis je vomis. Eh bien, il y a une intoxication mentale que les gens font. Ils pensent, c'est ça que je dénonce quand j'appelle une certaine psychologie. Je me définis comme étant comme ceci, et ça tourne en boucle, et je crois que cette définition va m'aider à aller mieux, et je suis enfermé dans mon problème. Et c'est très important. Je pense que les psychothérapies les plus profondes sont celles qui me désengagent. Je reconnais quelque chose, mais moi, j'étais vraiment convaincu de ne pas avoir été... pu être accueilli par mes parents, mais je me rends compte, oui, mais il y a d'autres aspects. Oui. Et c'est très important de reconstruire une histoire, de changer son histoire, de reconstruire son histoire. On peut changer son histoire. Quoi. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce que j'ai fait dans le... Là, j'ai fait un dialogue avec Charles Pépin, où il a beaucoup travaillé à partir des neurosciences pour montrer comment on sait aujourd'hui que nous nous trompons. Notre mémoire est tout à fait fausse. Par exemple, prenons un exemple. Tu as vécu... un moment, quand tu avais 10 ans, tu étais chez ta mère et ta tante a été un peu odieuse. Pour toi, c'était un moment, mais elle était monstrueuse. Ouais. Tu parles à ta sœur, elle a trouvé que c'était drôle. Vous avez vécu la même chose. Mais toi, tu es figé. Donc, changer le passé, c'est pas changer ce qui s'est passé, mais peut-être changer le rapport qu'on a. Parce que toi, tu es figé. Ah, cette tante, elle était horrible et tout. Puis tu parles, mais 20 ans plus tard, avec ta sœur, qui dit « Ah, mais je me souviens. Ah, mais c'était... » Bon, elle était un peu chiante, mais c'était un peu drôle. En fait, il faut se méfier de la manière... Donc ça, c'est un exercice. Après, apprendre à accueillir le monde en tant qu'enfant. Ça, c'est très important. L'enfant a un rapport au monde, comment on peut faire. Et puis, il y a toute la dimension spirituelle de l'enfance. Et donc, c'est tout ça... Je crois qu'on ne peut pas entrer dans l'enfant intérieur de manière saine et féconde sans rentrer sans comprendre l'ensemble de ce rapport. Et donc, voilà, l'enfant, il est là en moi, je me tourne vers lui. Et c'est un travail qu'on fait tout le temps. Moi, par exemple, en préparant, en réfléchissant, depuis 15 jours, comment je fais ce cours. En faisant les pratiques, moi j'avais toujours l'enfant quand j'étais très jeune, cette souffrance. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai vu l'enfant qui avait 10 ans et qui se sentait profondément incompris. Ah. Et dans une situation, je me sentais incompris. Et je voyais que c'était l'enfant quand j'avais 10 ans, qui le prenait aussi à cœur d'être incompris. Ah, ouais. Et en reconnaissant que c'était l'enfant qui était incompris, d'abord j'ai eu beaucoup de tendresse. On dit, ah oui, mon pauvre, t'as été incompris. Et je me dis, mais est-ce que c'est vrai aujourd'hui que je suis incompris? Non, c'est l'enfant qui a peur de ça. Et là, aujourd'hui, je suis incompris, mais c'est beaucoup moins grave. Mais je peux accueillir ce sentiment d'incompréhension que j'ai eu. Et j'avais pas du tout vu ça. J'avais pas du tout vu que ce sentiment d'être incompris, qui venait parce que j'étais un enfant tellement hypersensible, teintait mon présent sans que je m'en rende compte. Et de me rendre compte, ça m'a donné... Mais oui, ça m'a pas enfermé. Ça m'a rendu tellement de tendresse pour cet enfant. Et de lui dire, mais voilà, maintenant... oui, je me sens incompris, mais en fait, je ne suis pas si incompris que ça. À la preuve, Mathieu est là. Vous êtes tous là. Vous pouvez marquer dans le chat si vous avez le sentiment... Si vous n'avez pas le sentiment qu'on se comprend. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était un peu pas complètement juste. Et c'est pas dénier le sentiment que j'ai, mais lui donner un autre contexte. Et lui donner un peu plus d'ampleur. Et d'un seul coup, toucher cet enfant m'a rendu plus humain. Ça veut pas dire que Voilà, c'est plus humain. Je m'autorise à me sentir incompris, mais ça m'enferme pas. Je vois que c'est pas... Voilà. Alors, il y avait une question aussi d'une personne de Magali, qui dit, on lui a dit, vous avez 2 enfants intérieurs, une fille et un garçon. Est-ce vrai?
Si oui, quelle symbolique pour chacun? Votre petite fille est figée depuis extrêmement longtemps, c'est ce qui vous bloque. D'après vous, qui, de l'œuf ou de la poule? Moi, je ne crois pas à ce discours. D'accord. Ouais. J'ai pris les questions, vraiment, j'essaie de répondre au plus de questions possibles. C'est ce que j'appelle, pour moi, le côté trop hasardeux. Je ne sais pas qui peut vous dire que vous avez 2 enfants. Moi, je ne dirai jamais rien. C'est vous qui faites l'exercice, et c'est vous qui rencontrez, et c'est vous qui savez. Je vois pas pourquoi vous auriez 2 enfants. D'abord, on a un enfant. Notre enfant a plusieurs âges, il a plusieurs facettes. Mais pourquoi un petit garçon, une petite fille, c'est pas trop symbolique. C'est quand même l'enfant qu'on a été. Après, il y a l'enfant intérieur spirituel. Mais là, je trouve que ça fait un truc un peu abstrait. Et alors, le pire, pour moi, ce qui me gêne, et si jamais ce que je dis peut la libérer, c'est l'idée, vous avez une petite fille en vous figée, c'est une condamnation. C'est une condamnation. Vous avez une petite fille figée, vous avez une petite fille heureuse, vous avez une petite fille pleine de vie, vous avez une petite fille qui a besoin d'un câlin, vous avez une petite fille qui a besoin de liberté, vous avez une petite fille qui a envie de manger des chocolats. Il y a tout ça en vous. Il y a plein de visages. Oui, c'est trop triste. C'est condamnant. C'est vrai. Moi, disons, ce que je cherche, c'est défiger, c'est réouvrir. Il faut réouvrir. On s'est figé, on s'est fermé, et de bonne foi. C'est clair. Et je suis sûr que la personne qui lui a dit ça de bonne foi. Mais je pense que ça manque de... Voilà, je trouve que c'est pas... La preuve, on voit dans son message, elle se sent condamnée. Au fait, c'est ça qui m'a... Pourquoi j'ai voulu la question, c'est j'ai senti comme elle se sentait condamnée. Et moi, je voudrais vous dire, mais non, vous n'êtes pas condamné. Notre enfance ne nous condamne pas. Voilà, s'il y a une phrase que je peux dire ce soir, c'est votre enfance ne vous condamne pas. Et les pratiques de l'enfant intérieur, c'est pour vous libérer de cette croyance. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Nasser demande comment aider l'enfant... Enfin, lui, sa question, c'est comment aider l'enfant intérieur lorsque nous ne savons pas ce qui le tourmente. Je n'arrive pas à le rassurer dans ces moments-là. Eh bien, parce que vous n'avez pas besoin de chercher à savoir qu'est-ce qui le tourmente. Tournez-vous vers lui, vers cet enfant que vous êtes. Même si vous l'imaginez que c'est un peu abstrait au début, c'est pas du tout grave. Vous voyez un enfant et soyez juste là avec lui. Je suis là pour toi. Juste, je suis là avec toi maintenant. Et peut-être tu sens que tu es perdu, que tu sais pas. Je suis là pour toi. Ouais, ça se détend déjà. Ouais, c'est ça. Voilà, très... En fait, c'est ça, c'est rencontrer l'enfant, le laisser être tourmenté, en fait. Absolument. Et ne pas savoir. C'est ça, c'est parce que tout de suite, je vais identifier mon problème. Et donc, il y a quelque chose qui se crispe en nous. Voilà, et ça marche plus. Voilà. Bon, voilà, je comprends pas ce qui se passe. Et comme quand, toi, qui es père, qui a des enfants, c'est pareil. Quand tu as un enfant, l'enfant que tu as, tu cherches pas à le définir. Il pleure. Tu dis pas, allez, dis-moi pourquoi tu pleures tout de suite. Non, tu fais un câlin, tu t'approches. Et ça se détend tout seul. Oui. Et après, il peut te raconter ou pas te raconter. Et peut-être c'est pas si grave. Tu prends au sérieux sa douleur. Ouais. Et tu es là avec lui. Eh ben, c'est la même attitude qu'il faut avoir avec nous. Alors pourquoi, si on peut l'avoir, nous, avec nos enfants, pourquoi on ne pourrait pas l'avoir avec nous ? C'est ça le rapport à l'enfant intérieur. C'est le rapport qu'on peut avoir à un enfant. Il y a Marie-Josée qui se demande, ma question serait, est-ce que mon enfant intérieur et son vécu peuvent venir interférer dans ma relation avec mon fils ? Ah ben bien sûr. Ouais. Si vous avez pas reconnu votre enfant, souvent, au lieu de parler à votre fils, c'est l'enfant en vous qui a été blessé, pas aimé, qui agit, et c'est dommage pour votre fils. Donc il vaut mieux se tourner vers son enfant intérieur pour être l'adulte envers votre fils et pas l'enfant. Par exemple, être un enfant envers son enfant, c'est si l'enfant dit « Oh, je t'aime plus, papa, parce que t'as pas voulu m'acheter ma crêpe », d'être blessé, dire « Oh merde, dis même plus ». Ça, c'est l'enfant intérieur en vous. Ah oui, alors, si comment dire « Ah non, tu peux pas me dire ça », vous rentrez dans un truc. Non, il faut rester à votre place de père et savoir « Non, mais là, tu n'auras pas ta crêpe pour autant. Tu essaies de me manipuler. C'est bien, mais j'ai dit non à la crêpe et tu peux dire que tu m'aimes pas. » Voilà, ça, c'est être adulte. Après, tu peux sentir que ça te fait de la peine. Mais quand tu as rapport à l'enfant intérieur, « Ah oui, ça me fait de la peine », mais ça ne te manipule pas. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'on va... Bien sûr, je peux sentir « Ah ouais, ça me fait de la peine », mais pas au point de lui dire « Bon, ben d'accord, mange ta 5e crêpe, ça va te foutre en l'air ta santé, mais j'ai tellement peur que tu me dises que tu m'aimes pas que... » Voilà. C'est ta raison de rire parce que c'est très drôle. L'enfant intérieur, les pratiques d'enfant intérieur, c'est vraiment drôle. C'est avoir un rapport tellement simple avec soi-même. On se voit en plus et c'est... Mais oui. C'est OK. C'est OK, c'est ça.
C'est tellement plein de tendresse. Et tu as répondu, je pense, mais Natacha, ce que demande, elle dit « J'ai été testée HPI tardivement et je me dis que ma vie et donc mon enfance auraient pu être différentes. Comment alors passer outre la souffrance d'avoir eu une enfance peu épanouie par ignorance de mon fonctionnement ?» Voilà, ça c'est « je me condamne Ouais. », ce que je voudrais montrer. Voilà, je me condamne. Je ne dis pas que vous n'avez pas vécu ce que vous avez vécu, mais là, vous êtes en train de vous condamner et il ne faut pas. C'est-à-dire, oui, vous avez une enfance qui n'a pas été aussi heureuse que vous auriez pu, mais enfin, qui a eu une enfance parfaitement heureuse. Et je raconte ça dans le cours. Les gens qui ont une enfance heureuse sont aussi très malheureux. Hein. Il y a un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty qui racontait qu'ayant une enfance heureuse, sa vie d'adulte a été très difficile. Parce que les gens croient, ah oui, ma vie est foutue parce que j'ai pas une enfance heureuse. Mais alors je vais vous rassurer, vous auriez une enfance heureuse, ce qui est le cas de Merleau-Ponty, donc qui est un grand philosophe. Il disait qu'il a jamais pu dépasser le regret et la rupture avec son enfance. Et Sartre raconte que Sartre, lui, a vécu une enfance malheureuse et que du coup, la vie est plus heureuse pour lui parce qu'il invente sa vie et il n'y a pas de regret. Donc, il faut sortir de cette idée que vous êtes condamné. Non, non, non. Aujourd'hui, vous n'êtes pas déterminé absolument par votre passé. Vous êtes coloré. Votre vie dépend pour une partie de votre passé, mais là, vous rendez malheureuse. C'est pas la peine de vous rendre malheureuse. C'est bien de voir. Oui, je suis HPI. J'aurais pu être élevé autrement. Ça permet de mieux. Là, vous pouvez revoir votre passé. Au lieu de dire j'étais idiote ou non, j'avais une singularité. Voilà, moi j'étais très hypersensible. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, je me suis pas dit ah mais si on avait su, j'aurais été plus heureux, même si c'est sûr que ça aurait été... Mais je me suis dit, ah, mais c'est formidable. Je comprends pourquoi j'étais aussi étrange. Et d'un seul coup, je me suis compris. Et donc, à partir du fait que je me suis compris, au fond, j'ai pu pardonner à l'enfant que j'étais ce que je lui en voulais un peu, sans m'en rendre compte. Donc peut-être vous en voulez à votre enfant de ne pas avoir été comme il faut, d'avoir été en échec, en difficulté. Et maintenant, vous comprenez, ah non, en fait... Donc, au lieu de vous condamner, ça devrait vous permettre de vous libérer. C'est ça que je voudrais vous inviter, disons. C'est ça mon invitation. Donc là, c'est Taline qui pose une question. Donc voilà, elle se dit qu'elle commence le travail. Ma question est la suivante. Si l'on accepte consciemment d'aller chercher dans notre enfance les parties blessées, de les accepter, est-ce que l'acceptation à elle seule est guérison ? Non. Ah bah non. C'est pas une acceptation qui va vous aider. Il faut répondre à ce que votre enfant demande. Il faut le baigner de tendresse, d'amour, d'attention et de ce qu'il a besoin, de reconnaissance. Il faut aussi contacter l'enfant plein de vie en vous. Ça, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire, si je me tourne que vers l'enfant blessé sans donner droit à l'enfant plein de vie, ça va pas. Ça ne... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous n'allez pas entrer dans la vraie joie que devrait faire cette pratique. Et il y a un enfant en nous, c'est très important. Il y a un enfant en nous qui est notre âme. Des fois, je vais jusque-là. Je dis, l'enfant en nous, c'est notre âme. Mais c'est quand même une image qui est très, très présente. Très présente. Qui est vraiment au cœur de beaucoup de traditions spirituelles. C'est pas pour rien. Donc même si on n'est pas religieux et pas croyant, il ne faudrait pas renoncer à cette dimension qui dit quelque chose là de très vrai de notre expérience. Il y a Delphine qui se demande comment faire un peu pour casser le cercle vicieux des répétitions. Voilà ce qu'elle dit. Une fois que l'on a identifié ses principales blessures d'enfance, comment faire pour casser le cercle vicieux des répétitions ? Comment changer d'attitude, cesser d'attendre des autres et de l'extérieur ce qui ne peut venir que de soi ? Faut-il obligatoirement suivre une psychothérapie pour avoir le déclic ou peut-on faire ce travail tout seul en analysant les traumatismes du passé ? Non, c'est la question, l'erreur, à mon avis ici, c'est analyser les traumatismes du passé n'aide absolument en rien. Ouais. Voilà ma conviction. Je suis désolé, parce que là, ça semble un peu abrupt, mais comprendre, identifier les traumas du passé, et alors... ça vous retraumatise. C'est clair. C'est pas ça qui va vous... c'est pas du tout ça. Là, on n'a pas le temps... Un jour, il faudra que je fasse un cours pour expliquer
plus en détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un trauma, qu'est-ce qui se passe dans une blessure et comment on la libère. Mais alors, cette idée qui est très très à la mode, que prendre conscience de son trauma va nous aider, ou alors comprendre le nombre de gens qui ont fait une analyse pendant 15 ans et qui vous expliquent en détail, alors voilà, nanana, 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 ils vous expliquent qu'ils ont tout compris de leurs problèmes, et ça ne change rien. C'est pas ça qui change. Tu peux m'expliquer en long et en large, ma mère a fait ça, c'est horrible, et j'ai fait ça, et il y a ça, et ça fait que renforcer le... Non, c'est pas du tout ça qui... Donc je crois que c'est ça qui va vous libérer, et de la question... Vous avez mis le doigt, très belle question, on voit bien. Ouais. Vous sentez bien que ça ne suffit pas, et vous avez raison, ça ne suffit pas. On continue ? Oui, il nous reste... on n'a pas beaucoup... On a beaucoup d'autres questions. Ouais. Ouais, mince. Alors, lisons en 3-4, et puis on n'aura pas le temps. Il faudrait faire 2 heures. Ouais, là, vraiment, on est plongé dans les... Je regarde... peut-être tu peux lire juste... l'ensemble de ces 7 questions, parce que je trouve qu'elles... je suis désolé de ne pas voir... Il faudrait qu'on passe 3 heures, mais vous allez être ennuyés. J'aurais bien aimé répondre à toutes les questions. Donc, on va lire 7-8 questions, parce que je trouve qu'elles ont beaucoup de points communs. Donc d'abord, il y a Nathalie. Mon premier souvenir date d'un événement quand j'avais 5 ans, et qui pour moi a déterminé ce que je suis devenue. D'une petite fille souriante, confiante, meneuse, je suis devenue timide, réservée, triste. Et durant toutes les autres années de mon enfance, adolescente, j'ai gardé en silence toutes mes peurs, mes craintes, pour ne pas causer de peine, des inquiétudes à mes parents. En me livrant, j'avais même la peur, le pouvoir de faire mourir ma mère. Mes parents étaient âgés quand je suis née. Ma mère a 44 ans et mon père ma mère avait 44 ans et mon père 41 ans. Mon incapacité à parler de ce que je ressentais a conditionné ma vie. J'ai rarement fait des choses dans ma vie par choix, comme si je ne méritais pas de vivre, de bien vivre. Je ne me considère pas comme quelqu'un de malheureux ni heureux, mais j'aimerais, à mon âge, pouvoir m'aimer comme je suis et retrouver enfin mon sourire d'enfant. Il m'arrive de me parler et je peux me mettre dans une grande colère en me reprochant encore et encore « Mais pourquoi tu n'as rien dit ?» Et je ne sais comment me pardonner pour enfin trouver une sérénité. Bon, la première. Patricia. J'ai essayé par différentes pratiques de m'approcher de mon enfant intérieur. Mais cet enfant intérieur est tellement blessé depuis le ventre de la mère que d'y penser m'emplit d'une immense douleur. Je n'arrive pas à pardonner ni à avancer. Je suis tellement en colère du mal que l'on peut faire à un bébé là où il devrait pourtant être en sécurité dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas vraiment une question, mais l'attente d'une nouvelle ouverture. Michel, est-ce que l'adulte que je suis maintenant, fasciné par la souffrance découverte de son enfant intérieur, peut espérer, malgré tout le chemin caillouteux déjà parcouru, rencontrer cet enfant sauvageon ? Stéphane, bonjour Fabrice, ma compagne m'a dit hier soir: tu rapportes tout à ton enfance. Est-ce que c'est grave ? Je sais que j'ai souffert d'incompréhension dans mon enfance quand on a voulu me modeler sans se demander qui je suis. J'ai hâte de participer à la webconférence de mercredi. Colette, comment trouver l'enfant qui est en nous lorsqu'il n'y a aucun souvenir de la petite enfance et que l'on a été responsabilisé très tôt par des parents dysfonctionnels ? Alors là, c'est Florence. Bonjour Fabrice, j'ai 65 ans. Comment sortir de ce schéma ? Avoir le sentiment d'être toujours une petite fille qui ne s'aime pas et qui donc, adulte aujourd'hui, ne se sent pas digne de confiance pour assurer la confiance qui mérite cette petite fille. Merci pour votre réponse. Rosen, il reste deux personnes. Rosen, je suis très heureuse de participer à votre conférence ce soir. De par mon parcours récent, j'ai appris, il me semble, à me reconnecter à mon enfant intérieur. Comment faire pour éviter qu'il ressurgisse dans des moments inopportuns quand l'adulte doit réagir en tant qu'adulte, aussi pour protéger l'enfant. Je pense particulièrement aux situations qui me replacent dans des moments de mon enfance où j'ai été blessé. Je suis vraiment paralysé dans de tels instants. Et enfin, Daniel, quid de l'enfant intérieur lorsque nos parents nous donnent le prénom d'une sœur qui est morte avant que tu naisses et ne peuvent t'appeler par ce prénom en raison de la douleur que cela suscite, et se rabattent donc sur le deuxième prénom qu'ils t'ont donné. Cependant, le premier prénom sera utilisé à l'école,
sans que l'enfant comprenne. Et tant qu'il n'aura pas compris, il sera comme absent à lui-même. Ainsi, j'ai reçu les prénoms de Gisèle, Daniel. À l'école, on m'appelait Gisèle et je ne réagissais qu'à mon nom de famille. L'enfant intérieur peut-il se nommer absent? Donc c'est vraiment bouleversant, Ouais. mais on voit, je trouve que, après ce qu'on a dit, je pense qu'on comprend un peu la réponse, que beaucoup de témoignages ont l'impression qu'ils sont figés dans leur passé. C'est ça. Et c'est le contraire. Donc par exemple, la première question, la petite fille de 5 ans qui n'a pas parlé, au lieu de lui reprocher de n'avoir rien dit, la pratique de l'enfant intérieur, c'est d'aller la voir, cette petite fille, et lui dire « je t'écoute ». Mes parents n'ont pas pu t'écouter quand tu avais 5 ans, mais là, maintenant, moi, je t'écoute. Donc, ça ne va pas se faire en un jour. C'est une pratique, encore une fois, il ne faut pas le faire juste comme ça. Il faut avoir tout l'accompagnement des pratiques qui vous mettent d'abord dans une dimension sécure, mais le mouvement de libération, c'est si vous vous reprochez d'avoir rien dit, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la petite fille de 5 ans? Espèce de connasse, pourquoi tu n'as pas parlé? Ou pourquoi tu as été aussi idiote et tu n'as pas parlé? Elle ne peut rien faire. Vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu de votre souffrance. Donc la solution, c'est « Ah, tu n'as pas pu parler. Maintenant, je vais t'écouter. Ça fait 40 ans que tu voudrais pouvoir que quelqu'un t'écoute. Et moi, je t'ai oublié. Je t'en veux au lieu de t'écouter. Et donc, moi, là, maintenant, je vais t'écouter. » Et vous allez voir, elle va s'apaiser et votre vie va changer du tout au tout. Et c'est pareil pour la même chose. Votre mère vous a frappé dans son ventre. Vous pouvez toute votre vie regretter ça. Ou vous pouvez entendre cet enfant, ce tout petit bébé, et vous pouvez lui parler et sentir qu'il n'est pas accueilli. Mais là, vous êtes quand même né. Donc, vous avez quand même trouvé un peu de sécurité. Est-ce que vous pouvez prendre appui sur cette sécurité? Est-ce que vous pouvez entendre cet enfant et lui dire que vous êtes là pour lui? Et que là, maintenant, on ne le fera pas. Et Michel, il parle qu'il est fasciné par la souffrance de son enfant. Les pratiques de l'enfant intérieur, c'est ne plus être fasciné. C'est être aimant. Être fasciné, c'est le contraire des pratiques que je transmets. Et donc, et l'histoire de ce que raconte Daniel aussi, c'est vous avez vécu quelque chose. J'ai parlé un jour à un très grand professionnel du trauma qui a travaillé avec des gens qui avaient vécu des traumas au Bataclan. Donc, il y avait vraiment un grand expert. Et il me disait, quand on réussit à aider les gens qui ont vécu un trauma, c'est pas que le trauma disparaisse, mais c'est comme un livre qui est rangé dans la bibliothèque. Ils savent, ah oui, là, il y a mon trauma, mais ça cesse de me hanter. Donc, Daniel, c'est votre histoire. Vos parents ont voulu que vous remplaciez l'enfant précédent et quelque chose a fait qu'ils n'ont pas pu vous accueillir comme c'était. C'est votre histoire. Et une douleur, même une tragédie qu'on peut vivre, peut faire qu'on manifeste quelque chose de très grand. Le nombre de gens qui ont été orphelins, qui ont vécu des choses terribles et qui sont des êtres humains extraordinaires, il y en a plein. On en voit tout le temps. On voit des très grands sportifs qui racontent qu'ils étaient dans une situation de détresse intense. On voit des très grands artistes, on voit des très grands chefs d'entreprise. J'en ai reçu sur ma chaîne des chefs d'entreprise qui étaient quasiment à la rue. Donc on voit que vous avez vécu ça, mais faire que ça déterminerait toute votre vie, non. Ouais. Et la pratique de l'enfant intérieur, c'est de parler à cette petite fille et dire « Oh là là, t'as pas compris ce qui t'arrivait. Ben, je vais te parler, je vais te raconter ce qui t'est arrivé. » Et vous allez lui expliquer à cette petite fille. Elle a besoin d'entendre que vous lui expliquez la douleur de vos parents, la maladresse de vos parents. Voilà. On voit aussi des gens qui en veulent à leurs parents 50 ans après. Mais ils n'existent plus, ces parents. C'est fini. Ça n'existe plus. Donc il faut aller de l'avant. C'est ce que j'appelle le bourgeon. Donc voilà un peu, je pense qu'on a un peu éclairé. Ouais. J'espère que ça donnera envie aux gens de suivre le cours qu'on a fait. Donc c'est ça, dans les exercices, c'est toi qui guides les gens et t'amènes cet espace sécure dont tu parles en fait. Voilà, et il y a beaucoup dans les 9 pratiques qu'on a décrites que les gens peuvent télécharger. Donc le cours, il y a 5 cours. On va peut-être passer une petite vidéo pour expliquer aux gens ce que c'est. Oui. Parce qu'on a fait, c'est Alexandre que vous ne connaissez pas, qui a fait une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est le cours, comment vous inscrire. Et après, on en reparle.
Donc on va pouvoir passer la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Je m'appelle Alexandre Agostini et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement le cours sur l'enfant intérieur, comment vous inscrire donc au cours et aussi à quoi ça ressemble une fois qu'on est de l'autre côté dans l'espace de formation du cours. Donc pour s'inscrire, il suffit depuis le site de Fabrice de se rendre sur cours en ligne, ici, et ensuite on va sur le cours de l'enfant intérieur. Sur cette page, vous avez une description assez précise de l'ensemble des ressources que contient le cours, donc je vous laisse l'explorer. En haut, vous avez donc tout le texte qui décrit le cours, et en dessous, vous avez le contenu de chaque séance, donc sachant que le cours est en 5 séances d'1 heure. Et vous avez aussi, si ça vous intéresse, un exemple offert d'un livret, qui est le livret de la première séance, que vous pouvez consulter pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Mais c'est pas trop l'objet de cette vidéo, donc je reviens à la page. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez soit offrir le cours, donc là c'est vous achetez un bon cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, ou alors vous pouvez acheter le cours pour vous-même, donc là c'est le bouton jaune. Une fois que vous êtes ici, vous remplissez vos coordonnées. Si vous avez un code promo, vous le rentrez ici et vous appuyez sur appliquer avant de valider l'achat. Une fois ça fait, vous arrivez sur la page de validation et là vous allez recevoir un email avec le lien de votre espace personnel. L'espace personnel, c'est l'endroit où se trouve le cours. Donc on s'y retrouve tout de suite. Nous voilà donc dans l'espace personnel où vous voyez, on a l'ensemble des ressources. Donc ici ça commence par une vidéo d'introduction où Fabrice explique l'ensemble du cours, le programme en 5 sessions, les contacts de Mathieu et Roch que vous pouvez contacter si vous avez des difficultés techniques ou autres. Et sur la gauche, vous avez une sorte de menu où vous pouvez accéder aux 5 sessions. Je vais bouger ma tête. Vous pouvez accéder aux 5 sessions une à une. Voilà, avec à chaque fois la vidéo qui peut jouer, comme ça, avec l'enseignement de Fabrice. Donc ça, c'est pour les sessions. C'est des sessions de plus d'1 heure à chaque fois. Il y a même une session supplémentaire, qui est une session de questions-réponses que Fabrice avait voulu faire plusieurs mois après le cours qui avait eu lieu en direct pour la première fois. Et donc, il répond aux questions les plus fréquentes que les gens qui ont suivi le cours se posaient. Donc, c'est une ressource qui est très utile aussi. Et en plus de tout cela, vous avez accès à 2 ressources supplémentaires. Une qui est les fiches de synthèse que je vous ai montré plus tôt, où donc il y en a 5 pour chacune des 5 séances d'enseignement. Et après, un peu un des cœurs du cours, qui est les exercices audio téléchargeables, où là, donc, Fabrice en a parlé, vous avez 9 exercices audio, et pour chaque exercice, vous pouvez soit être en ligne comme je suis là, et l'écouter dans la page, donc vous faites play et vous écoutez votre exercice, mais vous pouvez aussi, en faisant clic droit et enregistrer le fichier audio sous, vous pouvez en fait le télécharger sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, et l'écouter hors ligne, où que vous soyez. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important pour nous, que vous puissiez refaire et refaire les exercices, et qu'ils puissent vraiment s'intégrer à votre vie. Voilà pour cette courte vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous donnera envie de vous inscrire. En tout cas, moi, je peux témoigner, je pense que Mathieu, c'est pareil, que l'approche de l'enfant intérieur telle que Fabrice la transmet peut vraiment transformer notre existence. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Bye bye. Ah ouais, là, c'est clair. Merci Alexandre, c'est énorme hein, cette vidéo. Ça donne vraiment envie. Franchement, moi, je suis bouleversé par franchement ce nouveau format avec les questions des gens, parce que vraiment, comme je me fais le témoin de leur témoignage, de leurs questions, je sens comment ce cours, ça change la vie. Et quand tu parles de ces exercices, de cet espace sécure, donc franchement, j'espère sincèrement que vous allez faire le saut, que vous allez vous lancer et vivre cette aventure de ce cours en ligne qui est franchement exceptionnel. Je crois que c'est du jamais vu. Tu as fait un travail complètement abyssal pour permettre ce cadeau. Je suis très touché que on puisse le repartager à nouveau comme ça à autant de personnes. Et puis à très bientôt. Ouais. On a plein d'événements. Merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse tous.